Ce programme utilise quelques propriétés des triangles semblables. En partant d'un triangle quelconque et en dilatant ou contractant ses côtés par un même facteur de dilatation, on obtient un autre triangle de même forme, car les angles n'ont pas changé. On peut aussi translater un triangle sans modifier ses angles. Par exemple, dans ce grand triangle rectangle, les angles ne changent pas si nous le rétrécissons. Translatons ensuite les petits triangles comme ceci. Ainsi, ces trois côtés sont sur une même droite. Dans ce programme, on verra comment ce peu de mathématiques a pu être employé il y a 2500 ans pour accomplir une des plus grandes prouesses techniques de l'Antiquité. Samos est une île grecque dans la partie orientale de la mer Égée. Sa superficie est de plus de 500 km² et elle se trouve juste au large de la Turquie. C'est une île colorée, avec de hautes montagnes, de vertes vallées, une végétation luxuriante, de belles baies, des plages et beaucoup de fleurs sauvages. Voici le port de l'ancienne capitale, appelé maintenant Pythagorion, d'après Pythagore, l'enfant du pays, qui est honoré par cette sculpture moderne. On l'honore ailleurs, autrement. La capitale antique était située sur les pentes d'une montagne, le mont Castro, dominant le port, et le bras de mer entre Samos et l'Asie mineure. Ces murs massifs s'élevant jusqu'au sommet du mont Castro et entourant l'ancienne cité sont parmi les mieux préservés de Grèce. Comme la cité prospérait au VIe siècle avant notre ère, davantage d'eau douce était nécessaire pour sa population. Il y avait des sources au nord de la ville, dans un hameau appelé Agadès. Mais l'accès en était barré par le mont Castro, une montagne pas énorme, mais assez grande pour présenter de sérieux problèmes. Les lignes de niveau de cette carte topographique montrent l'altitude de points sur la montagne. Le long du niveau 220 mètres, près du sommet, chaque point est à 220 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le niveau 50 mètres est près de la base de la montagne. Naturellement, les Grecs n'avaient pas alors de carte topographique comme celle-ci. Mais ils pouvaient faire une carte grossière montrant approximativement les lieux sans mention de l'altitude. Il y avait probablement un sentier plus ou moins à niveau autour de la montagne, et sans doute on pouvait gravir et descendre de l'autre côté. Voici le problème auquel ils ont fait face il y a 2500 ans. L'eau est à Agadès, les personnes assoiffées de l'autre côté. Comment déplacer l'eau depuis la source jusqu'à la ville avec cet obstacle sur le trajet? Regardons quelques possibilités. D'abord, on pourrait déplacer la ville à Agadès. Mais le peuple et son gouverneur Polycrate ne le toléreraient pas. En second lieu, on pourrait essayer d'apporter l'eau par-dessus le sommet. Mais au VIe siècle avant notre ère, les Grecs n'avaient pas de pompe ni de machine pour le faire. Troisièmement, on pourrait faire le tour avec un canal. C'était certainement dans leurs possibilités. En fait, les Romains ont construit un tel canal quelques siècles plus tard pour apporter l'eau depuis une autre source à ces bains romains près du bord de mer. Mais les Grecs ne voulaient pas d'un long canal exposé qui aurait été une cible facile pour des envahisseurs venus d'Asie mineure. Que reste-t-il? Traverser la montagne, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont d'abord construit un conduit souterrain depuis Agadès jusqu'au versant nord du mont Castro. Puis on fourrait ensuite, droit au cœur de la montagne, un tunnel qui aboutissait à l'intérieur des murs de la ville. Cela leur a donné un système souterrain d'approvisionnement en eau, invisible des ennemis. Le tunnel de Samos fut creusé à la main avec des pics, des marteaux et des burins dans plus de 800 mètres de dur calcaire. Ce fut un exploit prodigieux. Pour accélérer le processus, 2 équipes ont creusé, une à chaque extrémité, planifiant de se rejoindre au milieu, 150 mètres sous le sommet de la montagne.
La grande question est comment Eupalinos a-t-il trouvé dans quelle direction creuser pour que les équipes se rejoignent comme prévu? Actuellement, creuser un tunnel depuis les deux extrémités est presque une opération courante, que ce soit quelques mètres sous les rues de Los Angeles ou 100 mètres sous la Manche. Naturellement, les anciens Grecs n'avaient aucun équipement de forage moderne, ni instruments topographiques, pas de boussole magnétique, ni théodolite, pas de radar ou d'électronique, aucun hélicoptère ou satellite, et aucune carte topographique. Au VIe siècle avant notre ère, ils n'avaient pas même beaucoup de mathématiques écrites à leur disposition. Les éléments d'Euclide, premier grand traité des mathématiques antiques, ont été écrits environ 200 ans plus tard. Mais quelques Grecs sur Samos avaient des contacts avec Thalès, qui vivait à Milet, tout près, sous le continent. Thalès utilisait des angles droits et des triangles semblables pour déterminer la taille d'une colonne en comparant des ombres. Armé de ses outils intellectuels et d'un solide bon sens, Eupalinos a réussi cette prouesse technologique. Comment a-t-il fait? Personne ne le sait de façon sûre puisqu'aucune preuve écrite n'est parvenue jusqu'à nous de cette période. Mais il y a des explications convaincantes, les plus anciennes remontant à Héron d'Alexandrie, presque 600 ans après l'achèvement du tunnel. Héron vivait à Alexandrie autour des années 60 de notre ère et fonda la première école technique jamais organisée. La ville d'Alexandrie était devenue le creuset intellectuel de l'Antiquité, combinant l'héritage des Grecs avec les connaissances pratiques d'autres cultures. Héron écrivit une grande encyclopédie technique décrivant les inventions antiques, ainsi que d'habiles raccourcis mathématiques. Il était connu pour trouver des solutions théoriques élégantes à des problèmes pratiques difficiles. Cette page d'une édition moderne d'un de ses livres décrit comment trouver la direction d'un tunnel à creuser depuis les deux bouts. Appliquons cette méthode au tunnel de Samos. Commencez à un point commode près d'une entrée, puis contournez la montagne en tournant uniquement selon des angles droits. Et en restant à une altitude constante. Jusqu'à atteindre le point pour l'autre entrée. En mesurant la distance totale vers l'ouest et en soustrayant celle parcourue vers l'est, Eupalinos pouvait déterminer cette distance qui donne la distance vers l'est entre les entrées nord et sud. Puis en ajoutant les segments nord-sud, il pouvait calculer cette distance qui donne la distance vers le sud entre les deux entrées. Une fois connues les longueurs des côtés même enterrés sous la montagne de ce grand triangle rectangle, Eupalinos aurait pu placer de plus petits triangles rectangles de même forme sur le sol, au nord et au sud. Par exemple, en commençant à l'entrée nord, il a pu, le long de cette ligne, marcher sur 1/5 du côté est-ouest et arriver à ce point. Il put alors tourner vers le nord à angle droit et marcher sur le 5e de la distance nord-sud jusqu'à ce point. Ceci donnait un petit triangle rectangle semblable au grand, mais seulement au 5e avec les hypoténuses alignées. Ainsi, l'équipe nord a pu placer des marques le long de cette hypoténuse et en regardant derrière eux, s'assurer qu'ils creuseraient dans la bonne direction. De la même façon, des marques semblables à l'entrée sud ont pu fixer la bonne direction pour l'autre équipe. Eupalinos a pu également trouver la longueur du tunnel avant de le creuser en employant les triangles semblables. En mesurant l'hypoténuse d'un petit triangle rectangle et en la reportant 5 fois. Il aurait trouvé que la longueur du futur tunnel serait environ 1036 mètres. Ce qui en faisait le plus long tunnel construit dans l'Antiquité.